Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Monde devant soi consacré aux résultats des élections législatives françaises. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. C'est une belle victoire de la démocratie, elle vous appartient à toutes et à tous. Ces mots, ce sont ceux de la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, au soir du second tour des législatives françaises. C'est une victoire, pourrions-nous ajouter, d'une politique de désistement efficace et d'appel répété à battre les candidats du parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Le message, émis clairement par la gauche, mais plus confusément par le centre et la droite, a donc été entendu. Si la gauche a crié victoire toute la soirée, si la France se réveille soulagée après avoir éloigné le spectre du RN à Matignon, elle ne doit pas oublier la très forte progression en sièges et en voix de l'extrême droite, ni le défi que représente la majorité relative de la gauche au Palais Bourbon. Car une question se pose désormais, qui va gouverner et comment? L'enjeu est capital, le personnel politique républicain a 3 ans pour apaiser la colère sur laquelle prospèrent les extrêmes, 3 ans pour éviter la victoire des populistes à la prochaine présidentielle. Pour commencer cet épisode, Jean-Marie, qu'est-ce que vous retenez des résultats de ce second tour? Est-ce que c'est une victoire du Nouveau Front Populaire, une défaite du RN et d'ensemble, les trois? Ce qu'il faut retenir, c'est que, une fois de plus, les Français, majoritairement, ont dit non à une perspective de pouvoir du Rassemblement national. Il faut se souvenir que le Rassemblement national, qui avait devancé tout le monde au premier tour des élections législatives, faisait campagne sur le thème « Nous avons maintenant besoin d'une majorité absolue avec Jordan Bardella comme Premier ministre ». Eh bien, aussi sûrement que 2/3 des Français ont refusé Marine Le Pen à l'Élysée lors de l'élection présidentielle de 2017 puis de 2022, aussi sûrement 2/3 des Français ont refusé la perspective d'un Jordan Bardella Premier ministre et donc d'un pouvoir confié au Rassemblement national. C'est la seule leçon du scrutin, un peu comme si nous avions vécu un second tour d'élection présidentielle. Ça s'est joué sur voulez-vous ou non du Rassemblement national comme gouvernant, comme gouvernement. Le mot d'ordre du RN, était clair, c'était Jordan Bardella à la Matignon. Eh bien, Marine Le Pen à l'Élysée, c'était non. Jordan Bardella à Matignon, c'est non. Voilà. Après, les problèmes commencent parce que personne n'a de majorité absolue, personne n'a même d'ailleurs de majorité relative. Ce sont 3 minorités qui vont se confronter à l'Assemblée nationale avec en effet un déport du centre de gravité de l'exercice démocratique et de l'exercice du pouvoir de l'Élysée vers l'Assemblée nationale où beaucoup de choses vont devoir se trancher et se faire ou se défaire. Alain, vous, quel est votre regard sur ces résultats du second tour? Pour ce qui est des affaires domestiques, je souscris totalement à ce que vient de décrire Jean-Marie. On peut même pas parler d'une majorité relative pour la coalition de gauche. Autrement dit, les 2 partis politiques qui singulièrement, ramenés à leur singularité, dominent l'Assemblée nationale, c'est 1, le RN et 2, Renaissance. À ma connaissance, ni LFI, ni le Parti socialiste ne réalisent un score de l'ordre de ces 2 partis, un score tel que celui de Renaissance ou tel que celui du Rassemblement national. Oui, quand on prend les partis un par un et non pas par coalition. Un par un, exactement. On arrive à cette hiérarchie-là. Donc, pas vraiment de majorité relative en faveur de la gauche, du centre ou de la droite. Sur la scène internationale, écoutez, ça ne peut qu'affaiblir le poids et la parole de la France. Alors on dira c'est aussi normal. Après tout, les Allemands mettent bien 6 mois pour arriver à former un gouvernement. Les Italiens en moyenne 3 à 4 mois. Les Scandinaves, c'est du même ordre. Donc dans l'ensemble de l'Europe, où la domination est celle du régime parlementaire, c'est-à-dire d'un Premier ministre responsable devant le Parlement, que le Parlement peut renverser. Donc dans l'ensemble de l'Europe, le système présidentiel à la française qui semblait devoir assurer une sorte de stabilité du gouvernement et donc de crédibilité des positions de la France à moyen terme en tout cas. Et ce qui a été le cas durant la plupart de la Ve République, eh bien, ce système-là, en fait, non, il paraît affaibli. Et pour le moment, la formation du gouvernement et d'une majorité va obéir aux mêmes règles que partout ailleurs en Europe, c'est-à-dire des négociations et encore des négociations et toujours des négociations. Et surtout pas ce qu'on entend en France, c'est-à-dire magouille. C'est pas des magouilles. La représentation nationale s'organise. Elle doit s'organiser. Le pays devra bien être gouverné. C'est pas des magouilles, c'est ce qu'ont voulu les électeurs, d'une certaine manière. Mais c'est aussi clair que cela
affaibli au moins provisoirement, sinon même jusqu'à la fin du mandat du président Macron. Cela affaiblit les positions de la France. Cela fait que la France sera beaucoup moins écoutée en Europe et à plus forte raison sur la scène internationale. Juste un mot pour compléter ce que dit Alain, sans nier la réalité de l'affaiblissement. Ce qui domine en Europe, et notamment en Allemagne, c'est le soulagement. Parce que l'inquiétude était perceptible, elle avait même été exprimée de façon très très forte par le chancelier allemand, et donc en dehors de l'Italie, où le gouvernement italien n'était pas particulièrement inquiet, mais c'est le soulagement qui vient du fait que, en effet, le Rassemblement national ne sera pas, avec sa logique réputée à juste titre plutôt anti-européenne, malgré les proclamations des uns et des autres. C'est ça qui domine aujourd'hui, un peu comme dans d'autres éléments de l'opinion française. Justement, on pouvait craindre avec l'arrivée du RN à Matignon un changement sensible dans la politique internationale française. Là, avec l'état des forces en présence, on va rester dans une continuité de ce qui a toujours été fait. Il ne va pas y avoir de changement particulier des positions françaises à l'international. Non, si vous prenez comme capitale étrangère Kiev, c'est encore plus le soulagement qu'en Allemagne, ou voire même qu'en Grande-Bretagne aussi, puisque la France va rester et va maintenir, j'imagine, puisque là, il y aura une majorité pour ce faire au Parlement français, va rester un élément très dynamique dans la coalition occidentale destinée à permettre à l'Ukraine de se défendre face à l'agression russe. Donc oui, sur cet axe-là, oui. En ce qui concerne, par exemple, l'OTAN, où le président se rend, aujourd'hui ou demain, je crois, il y a un sommet de l'OTAN à Washington. Qu'on le veuille ou non, si vous voulez, c'est un président sans gouvernement et sans majorité. Il avait une majorité relative, il ne faut pas l'oublier. Il avait 250 élus à l'Assemblée nationale. Il pouvait trouver des appuis à gauche et à droite selon les textes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il a godillé plutôt de manière relativement satisfaisante jusqu'aux élections européennes. Donc, je pense qu'il perd une partie de son poids. Je pense qu'à l'intérieur de l'Europe, et pas seulement en Allemagne, mais à l'intérieur de l'Europe, de l'Union européenne, j'entends, c'est aussi un soulagement dans toute l'Europe du Nord, où quand l'extrême droite participe au gouvernement, elle a 20 ou 25% de la coalition gouvernementale. Donc j'imagine que c'est aussi... Et puis... vous ne pourrez pas empêcher, compte tenu de ce qu'est le RN, de sa génétique, de ce qu'il représente, vous ne pourrez pas empêcher qu'il y avait la crainte de désordre en France. Après tout, c'est quand même un pays où la tradition de l'émeute est systématiquement connotée positivement. Je pense qu'il y a eu un soulagement assez général aussi, mais maintenant, c'est le point d'interrogation qui domine. Jean-Marie Alain a dit il n'y a pas eu de magouille, il y a eu un front républicain. Et pourtant, depuis hier soir, on entend du côté du RN en particulier des accusations envers cet arc républicain qu'on accuse d'être des alliances contre nature. Et puis, il y a aussi ce décalage entre le nombre de voix, de suffrages exprimés pour le Rassemblement national et ses alliés, Ciotti entre autres, 10 millions de voix. Et pourtant, le parti n'arrive que troisième force au Parlement. Alors, on comprend que c'est le jeu démocratique, que c'est le jeu du scrutin à deux tours, uninominal à deux tours. Mais pourtant, il y a ce décalage. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une petite musique qui parle de hold-up, de vol d'élection du côté de l'extrême droite? Et est-ce que ça n'ouvre pas la porte justement à un ressentiment encore plus fort de cette frange qui vote déjà pour l'extrême droite? Oui, alors on s'intéresse beaucoup à ce ressentiment d'une frange de la population qui vote pour l'extrême droite, mais qui ne représente qu'un tiers du pays. Parce que ceux qui disent cela, ou ce que vous dites aujourd'hui, oublient une chose, ils oublient le premier tour. Au premier tour, comme disait Charles Pasqua, au premier tour, on choisit. Au second, on élimine. C'est la logique implacable du scrutin majoritaire, uninominal majoritaire à deux tours. Donc au premier tour, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un peu plus de 30% pour le Rassemblement national, mais personne n'a fait attention au fait que du coup, il y avait en face 65 à 65% de Français qui ne voulaient pas les choisir. Donc on aurait mieux fait de s'intéresser à cette masse-là plutôt que d'invoquer le fait qu'il y ait cette dissociation aujourd'hui. Oui, si on prend les éléments les uns après les autres, il n'y a que des minorités d'ailleurs. Mais la plus forte des minorités, c'est le Rassemblement national. Et on peut même dire que pour le Rassemblement national,
Si on regarde les choses sur la longue durée, c'est une marche de plus qui a été franchie, parce que c'est un nouveau record qui a été battu. Un nouveau record. Il y a quelques années, ils avaient 2 députés, puis ensuite il y a eu l'explosion de 2022, ils en ont eu 80, et maintenant 89. Et maintenant ils sont à ce niveau. Donc ils continuent à grandir petit à petit. Mais à chaque fois qu'on pose la question aux Français, voulez-vous qu'ils gouvernent ? C'est non. Et donc qui dit non ? Eh bien, qui dit non, il faut pas seulement compter le Front populaire, il faut y ajouter aussi Ensemble. Sur quelle base ont été élus les élus d'Ensemble, c'est-à-dire de la majorité macroniste, sur le refus du Rassemblement national ? Donc il y a bien toujours 2/3 des Français qui n'en veulent pas et qui continueront d'ailleurs de le manifester. Et je pense qu'il faut avoir en tête dans la permanence de ce Front républicain, qui avait été, rappelez-vous, aussitôt dévalorisé par ceux qui avaient vu les consignes de désistement et qui disaient « oui, mais c'est les consignes d'appareil, c'est les partis qui donnent des consignes, mais les électeurs ne sont plus là-dedans, les électeurs se déterminent eux-mêmes désormais. » Les électeurs ont été plus loin même que les consignes de désistement qui avaient été données par les partis. C'est donc bien qu'il y a une volonté de ne pas leur confier les clés. Malgré tous les efforts, si j'ose dire, c'est à peine une plaisanterie d'Emmanuel Macron, dans ce sens, puisqu'il est quand même l'auteur de cette dissolution dont on voit bien qu'elle est absurde, puisque on avait une chambre ingouvernable, réputée ingouvernable jusqu'à présent. Là, elle est encore plus ingouvernable. Mais pourquoi y a-t-il ce refus permanent ? Il nous était arrivé de l'évoquer, mais un parti, ça n'est pas seulement des porte-paroles, c'est aussi une histoire, c'est un ancrage politique, c'est un ancrage idéologique. Il est aussi accompagné par, l'a-t-on assez souligné, une révolution culturelle qui a fait basculer un certain nombre de thématiques de ce qui était hier la gauche, puis le centre, aujourd'hui vers l'extrême droite, qui sont dominantes, et qui sont dominantes dans beaucoup de médias aussi. Et donc, dans ce climat-là, qu'est-ce qui a été craint ? Il a été craint que, au fond, l'ADN profond du Rassemblement national, quelles que soient les proclamations, ressurgissent. Et ils ressurgissaient comment ? Eh bien, à travers toute une série de manifestations d'actes racistes, par exemple. Et donc, c'est cela qui a été craint, c'est que ce soit l'arrivée au pouvoir soit une sorte de permis de redevenir ce qu'il était jusqu'à présent interdit de devenir, c'est-à-dire raciste ou antisémite, ou etc. Et ça, on l'a vu à travers un certain nombre de candidats du Rassemblement national dont le vrai visage n'était pas celui qui était annoncé, promis. Ça, c'est le substrat de ce refus permanent. Et ça tant que le Rassemblement national n'aura pas fait sa véritable conversion, n'aura pas vraiment rompu les amarres avec ce qui était vraiment le tréfonds de ce parti. Enfin, il y avait pour moi une preuve manifeste de cela. C'est toute la polémique sur les binationaux. Les binationaux, si ça avait passé, le fait d'isoler les binationaux des autres catégories de Français, c'eût été pour la première fois depuis le statut des Juifs en 1940, la première fois que l'on recatégorisait des Français. Et parmi ces Français recatégorisés, les binationaux, qui avait-il ? Eh bien, il y avait une bonne part des Français de confession juive. Et donc, c'était bien beau de dénoncer l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon et autres, qui n'est pas niable, mais encore fallait-il voir que dans les projets du Rassemblement national, il y avait la dissociation d'avec des binationaux, et parmi ces binationaux, il y a quoi ? Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont de confession juive, et qui d'ailleurs peuvent vivre un temps en Israël, un temps sur le continent européen, etc. Et ça, c'eût été quoi ? C'était les racines profondes du Rassemblement national et du Front national. C'est Vichy. Alors après on dit oui mais vous ne pouvez pas faire de tels amalgames ou rappeler le passé c'est fini. Non, sur ce projet précis, c'était un rappel de ce qu'était vraiment l'ADN de ce mouvement. Et je pense que de cela, les Français ne voulaient pas. Même chose sur le droit du sol. Le droit du sol, l'an 1500 et quelques. Puis le Code civil napoléonien, confortant le droit du sol, puis la République elle-même, sacralisant le droit du sol. C'était donc quoi ? C'était donc pas une lubie de tel ou tel gouvernement, c'est un ancrage profond de l'identité française qui était remise en cause. Eh bien, ça fait partie aussi des choses qui ont fait que des gens se sont mobilisés pour dire non. Et ces gens sont qui ? Eh bien, ils sont majoritaires, ceux-là, dans le pays, et non pas minoritaires comme le Rassemblement national. J'entends que le Rassemblement national est minoritaire avec 1/3 des suffrages, que les 2/3 des Français ont dit non au
Rassemblement national, mais est-ce qu'on peut faire société sur un simple refus du Rassemblement national? Est-ce qu'on peut faire avancer la France tant ce front est hétérogène? On le voit déjà, même à gauche. D'accord, mais chaque chose en son temps. Il y avait là une urgence qui a été le déterminant principal du vote. Mais ça fait 10 ans qu'on a cette urgence, Jean-Marie. Oui, mais parce que le Rassemblement national ne cesse de grandir, mais il y avait cette urgence, mais ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être élu sur un programme, d'appliquer son programme. Ça n'a pas empêché d'ailleurs, et ça n'empêchera pas un gouvernement de naître. Élu sur un programme ou élu contre une... Emmanuel Macron avait d'abord un programme. Au premier tour, il est quand même sorti en tête du premier tour. Encore une fois, au premier tour, on choisit, au second, on élimine. Simplement, là, on est devant une nécessité qui bouleverse le tempérament politique de nos représentants, c'est de passer d'une culture du fait majoritaire. Le fait majoritaire, c'est la principale composante de la Ve République dans sa traduction électorale. Il faut passer du fait majoritaire à une culture du compromis, et à une culture du compromis et de la coalition. Et ça, c'est un passage qui ne va pas de soi. Et donc, il faudra bien s'y adapter. Le mieux pour s'y adapter c'eût été d'instaurer la proportionnelle, comme François Mitterrand l'avait fait en 1986. Macron ne l'a pas fait. Il sera peut-être conduit à le faire prochainement, mais pour instaurer cette culture du compromis et de la coalition. Est-ce que c'est tellement étonnant? Au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des électeurs de droite qui ont voté pour un candidat de gauche, plutôt que de voir l'élection d'un RN. Et il y a des électeurs de gauche qui ont voté pour la droite ou le centre-droit pour faire barrage au RN. Mais est-ce que c'est tellement étonnant? Dans cette élection, une chose m'a frappé. C'est ce que représentait, non pas Jordan Bardella, je ne vais pas dire que c'est un homme qui paraît sans réflexion particulièrement aboutie, sûrement pas, mais en tout cas, il ne porte pas grand-chose derrière lui. En revanche, faut-il s'étonner de ce qui s'est passé quand on voit ce que représente Marine Le Pen? Là, il ne faut pas remonter à 10 ans, il faut remonter à 4 ans. Même pas 4 ans. Elle est encore en train de nous expliquer que le salut de la France passe par la sortie de l'Union européenne. Sur ces 3 campagnes présidentielles, il y en a 2 qu'elle mène sur ce thème, les 2 premières. Et tout d'un coup, sans expliquer pourquoi, elle change, elle tourne sa veste totalement. Elle tourne sa veste totalement. Et la même chose, le salut de la France passait par la sortie de l'euro. Il fallait que la France toute seule, grâce au franc, dont on sait qu'il n'a jamais été dévalué, bien sûr, qu'il était une monnaie très solide, comme le marque, évidemment, eh bien, il fallait revenir au franc et pour que la France récupère sa souveraineté monétaire. Si vous regardez les vidéos qu'il y avait fréquemment sur les réseaux sociaux, celui que je visite le plus souvent, c'est Twitter. Eh bien, sur Twitter, vous regardez la série de vidéos qui sont d'ailleurs mises les unes à côté des autres et qui remontent à 4, 5 ou 6 ans, c'est-à-dire pas très loin, sur Marine Le Pen et son admiration pour Vladimir Poutine et son souhait que Vladimir Poutine reste au pouvoir et les félicitations qu'elle lui adresse à la suite des élections, comme on sait, particulièrement démocratiques, organisées en Russie et qu'il gagne à chaque fois. Je veux dire, c'est une admiratrice de Vladimir Poutine. Et là est aussi le secret de ce deuxième tour, dans la personnalité de Marine Le Pen et dans ce qu'elle représente et dans ce qu'elle porte, non pas à cause de son père, voire du nom de sa famille, mais à cause de ce qu'elle a dit elle-même. Alors justement, à propos des rapports entre Vladimir Poutine et Marine Le Pen, cette admiration de la leader frontiste pour le leader russe, on a appris hier soir, au détour du discours de Jordan Bardella, que le Rassemblement national allait, au niveau européen, rejoindre un groupe créé par Viktor Orban, le Premier ministre hongrois du Fidesz, un groupe qui s'appelle les Patriotes en Europe. Ils vont s'associer donc à Orban, qui est pro-russe, avec les nationalistes du Blanc-Bilang, avec les nationalistes portugais, espagnols. Est-ce que ça peut changer considérablement le rapport de force en Europe ? Et qu'est-ce que ça dit aussi, encore une fois, de l'extrême droite française ? Ça, c'est une affaire passionnante. Alors, assez compliquée. Vous savez qu'il y a une forte poussée du vote de l'extrême droite aux élections européennes du 9 juin. Donc, dans l'Assemblée européenne, dans le Parlement européen, il représente à peu près un quart des élus sur 700 et quelques élus. Bon, c'est beaucoup. Là-dessus, il y a un parti qui était à part et qui appartenait avant au groupe des chrétiens démocrates. C'était le parti de Viktor Orban, le Fidesz. Et puis, les chrétiens démocrates ont chassé le Fidesz de leur groupe et donc ils cherchaient à se ranger dans une des 2 coalitions qui, jusqu'à présent, regroupaient les partis de l'ultra-droite
au Parlement européen. Il y avait 2 coalitions, une qui s'appelle les conservateurs et les réformistes, et puis une autre qui s'appelle Identité et démocratie, dans laquelle était le Rassemblement national. Et puis donc le Fidesz arrive là-dedans, Viktor Orban arrive là-dedans et veut organiser derrière lui l'extrême droite au sein du Parlement européen. Il est persuadé que Marine Le Pen va gagner les élections en France et donc il est persuadé qu'il faut sceller un accord avec le Rassemblement national et former un nouveau groupe qui englobera l'ensemble de Idées et démocratie, mais auquel viendra s'ajouter le Fidesz. Ça change pas le nombre de global de l'extrême droite au sein du Parlement européen, ça reste sensiblement la même chose, à peu près un quart des élus, mais c'est très important, c'est très intéressant sur ce que ça dit du Rassemblement national. Car au sein de l'Union européenne, le plus pro-Poutine, et il n'y en a qu'un d'ailleurs, parmi les chefs d'État et de gouvernement, celui qui est le plus proche de Poutine, c'est Viktor Orban. Celui qui pratique l'illibéralisme, c'est-à-dire le contrôle de l'enseignement dans les universités, le contrôle total de la presse, le contrôle de la justice, la fin de l'indépendance de la justice, tout ce système de poids et contrepoids qui caractérise les démocraties, c'est en Hongrie, c'est lui qui l'a perfectionné. Avant, il était appuyé aussi, il pouvait dire que c'était la même chose en Pologne, mais en Pologne, les conservateurs, les traditionalistes ont été battus à leur tour. Et donc, Orban incarne tout ce qui fait peur à une majorité de Français. La démocratie illibérale et la proximité avec la Russie. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, au fond, il est pris à son propre jeu, car il n'imaginait pas que le Rassemblement national n'allait pas gagner les élections. Il pensait qu'il allait gagner les élections. Et voilà ce qui se passe. Et voilà ce qui va encore ancrer un peu plus lourdement, j'allais dire plomber, même si vous voulez, le Rassemblement national du côté de Moscou. Et le procès en pro-Poutine sera d'autant plus justifié que le Rassemblement national s'allie au Parlement européen avec le parti du Hongrois Viktor Orban. Pour terminer, on va revenir en France et la remise de la démission de Gabriel Attal au président ce lundi en fin de matinée. Que va-t-il se passer maintenant au niveau de l'exécutif, Jean-Marie? Quels sont les scénarios possibles? Gouvernement technique, gouvernement de coalition? Mystère, en dehors de adieu vos vaches cochons couvés pour le Rassemblement national, on ne sait pas ce que va faire le président de la République. La logique, c'est que, en effet, il appelle au gouvernement quelqu'un pour essayer de former un gouvernement qui appartienne au premier groupe. Le premier groupe, c'est le Front populaire, donc à l'intérieur du Front populaire. Ça, c'est la logique, j'allais dire, presque institutionnelle, dont on a perdu d'ailleurs l'habitude, parce que jusqu'à présent, on était devant, encore une fois, le fait majoritaire. Donc, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a de majorité absolue, donc il faudrait un accord de gouvernement entre le Front populaire et Ensemble. Parce que c'est Ensemble au centre, très exactement au centre de l'Assemblée nationale, qui va être le groupe charnière. C'est-à-dire qui va être celui qui va faire ou défaire une majorité de circonstances. Et donc ça, on ne sait pas encore ce qui peut se passer de ce point de vue-là. Là, dans l'immédiat, la logique, c'est aussi que le président de la République demande à l'actuel gouvernement et à son Premier ministre de rester en place pour, comme on dit, ça c'était vraiment le langage de la 4e République, expédier les affaires courantes. Un gouvernement technique. C'est-à-dire expédier les affaires courantes, c'est le même gouvernement qui reste en place, mais qui gère par exemple la sécurité au moment des Jeux Olympiques. Il faudra bien que tout ça soit assuré. Et donc passer cette période des Jeux Olympiques, déboucher sur la construction soit d'une majorité, soit d'un gouvernement qui ensuite aille au devant de l'Assemblée, texte par texte, pour essayer d'obtenir une majorité. Et si le système est complètement bloqué, il faudra attendre paisiblement, si j'ose dire, le mois de juin prochain, pour que le président puisse à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale, qui serait une assemblée de blocage. Mais pour le moment, les uns et les autres sont... Alors, Jean-Luc Mélenchon est dans son jusqu'au-boutisme. Il faut rappeler que Jean-Luc Mélenchon souhaitait la victoire du Rassemblement national pour être lui-même la grande force d'opposition et grandir à l'abri de cela. Jean-Luc Mélenchon est jusqu'au-boutiste, beaucoup de porte-parole de la gauche le sont, d'autres ne le sont pas, d'autres sont conscients qu'il faudra ouvrir des discussions. Donc là, c'est vraiment la bouteille à l'encre. On verra, puis on ne sait pas quelle va être l'attitude du président de la République. Est-ce qu'il va être, pour une fois, habile, ou bien au contraire, est-ce qu'il va persister dans les erreurs qu'il a commises sur le plan politique jusque-là? Donc, personne ne peut savoir. Ce qui est sûr, c'est que facialement, visuellement, c'est une assemblée qui paraît ingouvernable. Prenons un exemple. Comment rapprocher la gauche, le Front populaire, de Ensemble?
ensemble Gabriel Attal, qui au passage, dans cette période, a gagné ses galons d'homme politique au sens plein du terme, avec un discours très tourné vers 2027 et qui crée une certaine adhésion dans l'opinion. Bon, Gabriel Attal s'est engagé sur le thème « Avec nous, pas d'augmentation d'impôts ». Maintenant, si vous regardez les plus modérés du côté du Front populaire, je pense par exemple à François Hollande, qui ne peut pas être soupçonné d'être radical. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « il faut rétablir l'impôt sur la fortune et il faut réaligner l'impôt sur le capital sur l'impôt sur le travail, c'est-à-dire changer la fiscalité des dividendes et ainsi de suite. » C'est quand même des augmentations d'impôts. Donc comment concilier jamais d'augmentation d'impôts avec nous, avec le minimum, dit François Hollande, c'est de prendre ce type de décision. On voit bien que c'est totalement incompatible. Est-ce qu'ils seront capables malgré tout d'élaborer un compromis ? Sur quelle base ? Personne ne le sait aujourd'hui. Merci Jean-Marie, merci Alain. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.